C'est en route. À Hollywood, il est connu qu'une histoire ou un scénario n'est pas à l'abri d'être réécrit, parfois maltraité, ou qu'une star se l'approprie bien sûr pour aller jusqu'à parfois en changer le sens. Sur Alien 3, le bordel scénaristique va commencer très tôt avec un nombre d'histoires toutes différentes et au final, garder des petits bouts de ci, de là. D'abord, les deux producteurs, David Giller et Walter Hill, veulent une histoire basée sur la Weyland-Yutani, sur une planète où le personnage de X, joué toujours par Michael Biehn dans le second volet, en aurait été le héros et Ripley ne faisant qu'apparaître. Puis celle-ci reviendrait dans le quatrième volet dans une guerre totale contre une armée d'aliens. Ils veulent Ridley Scott à la barre des deux films, mais celui-ci refuse, pris sur d'autres projets. De plus, Joe Roth, alors président de la Fox, pense que Ripley doit rester le personnage principal de la saga. Où sont les autres? Ils n'ont pas réussi. Quoi? Aucun d'eux n'a survécu. Alors on va aller se tourner vers un des spécialistes du cyberpunk, William Gibson, qui doit centrer son histoire sur X et Bishop dans un premier temps, Ripley étant dans le coma, Sigourney Weaver ne voulant elle pas revenir. Seule idée de Gibson qui va rester, les codes barres sur les crânes des personnages. Puis on se tourne vers Eric Red, le scénariste de The Hitcher de Robert Harmon et Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow dont j'avais parlé, où des manipulations génétiques sont faites sur les aliens et Renny Harlin est engagé pour le réaliser. Les personnages centraux sont morts et l'histoire va se passer dans une petite ville de province américaine sur une autre planète. Un virus alien infecte poulets, vaches, bétail, chiens, moustiques et même la station spatiale devient, oui, un alien. Lisant cela, Harlin quitte le projet et moi je me demande encore quelle substance a ingéré Eric Red pour pondre ça. Donnez-moi des vêtements, ou alors je serai forcé d'y aller comme ça. Connaissant les tendances de la population locale, je vous conseille d'être vêtu. David Bowie écrit après une histoire sur une planète prison qui va rester et crée lui aussi plusieurs types d'aliens. Joe Roth continue à dire que Ripley doit être de la partie et n'est pas fan de cette histoire. Puis c'est Vincent Ward qui arrive à la réalisation et étant scénariste, abandonne l'histoire de Bowie. On croit rêver, mais ce n'est pas fini. Ward et John Fasano créent une planète monastère entièrement faite de bois et de moulins à vent et dont les moines rejettent l'idée que Ripley soit parmi eux. Ils l'enferment à cause des tensions sexuelles et la créature fait son travail. Ward et ses scénaristes oublient un peu Ripley et quittent le navire Alien 3 sous l'insistance des pontes de la Fox. Un cauchemar, bien que Vincent Ward soit toujours crédité en tant que histoire de Vincent Ward. Ils n'ont pas vu de femme depuis des années. En y réfléchissant, moi non plus en fait. 10 millions de dollars ont donc déjà été dépensés et rien n'a réellement été couché sur le papier. La panique commence à venir, ils ont mis le temps. On va engager un jeune artiste qui vient du clip vidéo et qui a clairement un talent fou, le jeune David Fincher que Sigourney Weaver regarde d'abord avec scepticisme pour la réalisation. Et Larry Ferguson a 4 semaines et 500 000 $ pour écrire une nouvelle histoire. Fincher imagine lui son alien comme une sorte d'Apocalypse Now de la saga et le script de Ferguson ne plaît pas à Weaver ni à la Fox, c'est une sorte de méli-mélo entre Peter Pan et un prince charmant qui la réveille, du grand n'importe quoi. 600 000 $ de plus seront donc déboursés pour que Ferguson, Giller et Hill, que Weaver veut, puisque c'est dans son contrat après tout et ils ont créé son personnage, écrivent tous un nouveau script. On garde les codes barres, la planète prison, Fiorina 161 ou Fury, et les prisonniers deviennent des croyants mystiques à la demande de Sigourney Weaver et David Fincher qui ont appris à s'apprécier. Je voudrais dire que j'ai fait vœu de chasteté à jamais, et que ce vœu inclut les femmes. Un seul problème, on n'a pas de fin. C'est à la page blanche, aucune idée. Le tournage va commencer, les écritures continuent, n'ayant pas de directeur de production, Fincher est seul contre la Fox et les problèmes commencent. La fin du film Fincher est choisie, mais cela entraîne la rupture entre Giller, Hill et la Fox et après avoir dépensé 40 millions de dollars au bout d'un an de tournage, il faudra en dépenser 5 millions de plus pour aider au montage en tournant de nouvelles scènes et une fausse tête chauve pour Sigourney.
David Fincher, on le sait, ne veut plus entendre parler d'Alien 3, c'est un fait. Il renie le film et ne veut pas y revenir, même quand on lui demande d'en refaire une version pour les sorties DVD de 2003. Ancien de chez ILM, il va se familiariser avec les effets spéciaux, puis se lancer dans la publicité et les clips vidéo où il va étonner son monde. Rien que chez Madonna, les clips Vogue ou Express Yourself restent dans les mémoires. C'est donc tout naturellement que le cinéma l'appelle, et notamment la Fox, comme elle l'avait fait avec son ancien de la pub quelques années auparavant, Ridley Scott. Les emmerdes commencent dès le départ, avant même le premier tour de manivelle. Il n'a personne pour négocier avec le studio et on le prend pour un gamin idiot puisqu'il vient du vidéoclip et doit fermer complètement sa gueule. Son premier directeur de la photographie, Jordan Cronenweth, et oui, celui de Blade Runner, qui travaille malheureusement trop lentement, est viré, et pour les scènes d'action, c'est 18 heures par jour de travail. L'équipe pète un boulon. C'est le grand Alex Thompson qui va remplacer à la photographie. Le problème, c'est de savoir comment vous allez y passer. Debout, sur vos deux pieds, ou à genoux comme des bêteux. Les décors gigantesques de Norman Reynolds participent grandement à l'immersion puisque construits afin que la caméra, toujours en mouvement, ne découvre pas quelque chose d'aux trois quarts fait. Non, l'alien peut être et aller partout, la caméra aussi, on construit tout en 360, c'est bluffant. Reynolds est un maître et ses décors sont toujours somptueux, il va être récompensé par de nombreux Oscars. Star Wars, le retour du Jedi, Superman 1 et 2, Les Aventuriers de l'Arche perdue ou Le Secret de la Pyramide sont de ces décors inoubliables du cinéma. Alien 3 ne déroge pas à la règle, c'est un travail remarquable. Quand il commence à tourner son film, le scénar que Fincher a entre les mains ne fait que 40 pages et le reste est à venir. Hallucinant sur ce genre de budget. Pire, après l'épuisement qu'il subit, puisqu'il a 2 tournages qui se déroulent, un en Angleterre et l'autre à Los Angeles qu'il doit superviser, il est sous surveillance constante par la Fox avec 3 connards de la firme qui épient chacun de ses faits et gestes. Même ses rapports avec Richard Edlund, un responsable des effets, seront compliqués, Edlund préférant le réalisateur précédent. Mais il tient bon le bougre et peaufine son film, chaque rôle, chaque personnage, il prend le temps de parler avec ses acteurs. Pour lui, ils doivent être le plus crédibles possible et réussit à les faire parfois improviser, à chercher une authenticité que le script n'a pas. Je suis pas votre genre, j'ai tiré 20 ans pour viol et assassinat. Bon, alors je dois vous rendre nerveux. Bien sûr, quand il demande de l'argent pour des plans supplémentaires, c'est un non catégorique. Il doit se démerder tout seul. Mais minutieux et exigeant qu'il est, force est de constater que malgré cela, visuellement, le film est beau, à en chialer, et l'on peut qu'apprécier le travail effectué, ne serait-ce que techniquement. Malheureusement, pour un budget enflé à un peu plus de 60 millions de dollars à la fin du tournage, les presque 160 millions au niveau mondial ne suffiront pas pour convaincre parce que aux États-Unis, c'est un échec, seulement 55 millions. Et ça reste. En France, c'est un petit succès avec 1 652 000 entrées. L'on peut légitimement penser que les spectateurs pensaient avoir une nouvelle Aliens aux explosions folles et feux nourris, ce qui était en 1986 d'ailleurs le reproche que les gens faisaient au film de Cameron, alors que Fincher s'est évertué à faire un vrai film de science-fiction, adulte, intelligent et où la réflexion est autant à l'honneur que le plaisir visuel. Mais l'on sait déjà que la première durée du film était de 2h30, ça commence à sortir dans les interviews et nous espérons une version longue comme celle du deuxième. Il suffit de regarder la bande-annonce d'époque où l'on y voit Clemens porter Ripley ou se promener sur la plage pour savoir que l'on ne peut en rester là. Il faudra attendre 11 ans. « 2003, c'est la joie pour les fans. Un coffret DVD va sortir avec les 4 films en version cinéma et Director's Cut ou version longue pour le 3e opus, Fincher refusant de revenir travailler sur ce film. d'1h50 sur la version cinéma, la version longue du film va épaissir les personnages et rallonger sa durée à 2h25, ne changeant pas réellement le fond de l'histoire, mais beaucoup plus les motivations des personnages. Le doublage sera refait sur tous les acteurs, même certains de la version cinéma, si seulement une phrase est rajoutée. Et malheureusement, seul Tanya Torrance qui double Ripley et Pascal Renwick qui double Dillon reviennent. Attendez-vous donc à des changements de voix si vous regardez en version française cette édition rallongée. J'ai donc mis les extraits en VO pour ne pas que ça détonne.
Commençons par le commencement, j'ai envie de dire le meilleur, le premier acte du film, où l'on y voit la planète Fury, donc le petit nom de la planète, et la colonie montrée surtout de l'extérieur. Puis, comme vu dans la bande-annonce, un plan de Ripley sur la plage qui est découverte par Clemens, superbement photographié et montré complètement envahi de parasites, ce qui explique pourquoi elle doit se raser. La scène est bien longue et en dit beaucoup plus sur la planète. Pas loin derrière, la naissance de la bête, une vache ici, nous y montre un alien plus grand et élégant, celui du chien d'ailleurs étant le même et avait bien sûr du coup un problème de proportion, puisque les plans étant exactement les mêmes au niveau des effets spéciaux, comment un alien si gros pouvait sortir d'un chien si petit ? La vache y est montrée morte, pendue par les pattes, le facehugger sera trouvé à ses côtés, mais les prisonniers n'y voient aucune menace. Hey, Brett! What's this? La scène de crémation des deux corps de X et Newt montre la vache se faire dézinguer par l'alien de l'intérieur. C'est assez impressionnant et beau à voir. La scène de l'explosion qui se finit complètement différemment puisque Junior va se retrouver face à l'alien et va se sacrifier pour enfermer la bête. C'est une belle scène qui montre comment on enferme la bête dans l'unité de stockage et Junior malheureusement il perdra la vie. De là, le mystérieux personnage Golic, complètement barré et joué par Paul McGann, voit l'alien comme un dragon mystique. Va assommer le prisonnier qui le garde dans l'hôpital pour libérer l'alien qui est confiné dans cette unité de stockage. Tell me what to do next. Tuant en même temps un de ses compatriotes de la pire des manières. Sorry. Et bien sûr, nous avons la fin où, pendant le sacrifice de Ripley, on a un peu plus de dialogue avec Ripley qui nous montre qu'elle ne croit pas du tout en la compagnie. You're crazy. What are you doing? Et la reine, malheureusement, ne sort pas de sa poitrine comme le voulait David Fincher au départ. Beaucoup de dialogues épaississent les personnages, comme ceux sur l'hygiène de Golic. Mind garlic. The guy's crazy and he smells bad. Dillon qui parle beaucoup plus et explique la moralité, la vie et les croyances de l'équipe. On les voit même prier souvent. We recognize that we are poor sinners in the hands of an angry God. Le film y gagne beaucoup en cohérence et en intelligence et le mysticisme en est la quintessence avec l'alien qui est pris par Golic comme le Messie. La scène de la mort de Clemens y est beaucoup plus longue, le poids de l'alien sur le lit par exemple, et des gros plans sont rajoutés avec bien sûr la mâchoire avant qu'il lui dézingue le crâne. C'est donc, pour moi en tout cas, la version ultime qu'il faut voir, 2h25 de grand bonheur, qui montre encore plus que David Fincher avait en tête. Concepteur de l'alien du premier film, le peintre suisse H.R. Geiger déclare que le premier était bon parce que la créature ne marchait pas et que le point fort du film était qu'on ne le montrait pas ou peu. Le second opus fera le contraire et prouvera que cela marche et les créatures fonctionnent. Engagé sur ce troisième opus, il est vite mis à l'écart par la production, ce qui fera en sorte que sa confiance en Hollywood en sera atteinte.
La Fox n'est pas intéressée par les idées du peintre et son alien presque érotique, beau et élégant, mais qui coûtait pour eux trop cher. Les producteurs vont engager les mêmes maquilleurs que sur le second volume et donc rester sur le même genre d'idées avec une petite différence notable. L'alien change physiquement selon la créature dont elle sort. Mais pour Hollywood donc et Giger, on ne veut pas de lui dans les studios, les artistes sont trop compliqués à gérer, il pose trop de problèmes. Il reste designer officiel de l'Alien, mais cela en reste là. Stan Winston et son studio ne peuvent revenir trop occupés sur Terminator 2 et Predator 2. Comme ils ont bossé sur le second opus, c'est donc Alec Gillis et Tom Woodruff Jr. qui vont entreprendre les effets de maquillage et jouer même l'alien en réel. N'ayant qu'un monstre à gérer, ils prennent beaucoup plus de temps pour le peaufiner. Le design de Giger revient là où le second déviait légèrement du concept original, mais en enlevant les tuyaux que la créature a dans le dos, que même Giger apparemment n'aimait pas. Appelle-la! Ça y est! Faut qu'elle ça y est, sorte! viens! Lâche-moi! Déconne pas! Les deux hommes ont été repérés et confirmés par leur travail sur Tremors 2 ans avant. Ici, c'est un alien encore différent toutefois dans sa manière de se mouvoir, clairement plus rapide. Il se déplace à 4 pattes et vient d'un chien, dans la version cinéma, ou d'un bovin dans la version longue. Vas-y, Kamak, défonce-toi! Les prises de vue du monstre en vue subjective et des rotations à 180 degrés sont assez impressionnantes de fluidité et de rapidité. Ce sera donc un mélange d'hommes en costume joué par Woodruff, une marionnette animée et mise en transparence, et même un peu de CGI par-ci par-là lorsqu'il sort du plomb en fusion par exemple. Ripley. Salut, Bishop. Comment tu te sens? Woodruff et Gillis vont aussi recréer Bishop, en tout cas sa moitié restante et très abîmée, avec lequel Ripley communique pour écouter la boîte noire. Saisissant, ce Bishop est superbe, baveux à souhait et manipulé par câble jusqu'au doigt de sa main, parfaitement traité dans le mouvement quand Ripley le débranche. De même, un pré-enregistrement des paroles sont enregistrées par l'acteur Lance Henriksen et la bouche doit être synchronisée au texte. Ce sera fait par ordinateur. De même, les corps de X et Newt, dont ils sont quand même beaucoup plus grands dans la version longue, le chien et le bovin pour la naissance de l'alien et le facehugger sont créés par Gillis et Woodruff. Pour la scène finale où Ripley tombe, accouchant de sa reine alien, elle n'est qu'en débardeur, ce qui est un défi à réaliser pour faire sortir un alien d'un corps. De plus, cette scène n'existe pas sur le premier montage et malheureusement remise dans la version longue. Les spectateurs s'en plaignent, la fin ne convient pas et la Fox va donc foutre un coup de pression et 5 semaines seulement avant la sortie, ils vont devoir tourner une nouvelle fin. Fincher et Boss Film vont s'atteler à faire sortir la reine pendant la chute du ventre de Ripley. Ils vont mettre au point un soutien-gorge avec entre les bonnets un paquet où la créature se trouve et que gentiment David Fincher appelle Bambi. Il tire un câble et l'alien sort avec de petits tubes qui envoient du sang. Merde. Oh merde! L'alien est étonnant ici, un mélange donc de miniatures en mouvement sur un décor filmé à vide. Il est actionné lui aussi par des câbles et c'est la Go Motion qui va être utilisée comme sur les films de Ray Harryhausen, mais contrôlée par un ordinateur pour une fluidité de mouvement parfaite. C'est plus rapide certes, mais il faut quand même parfois 50 essais de prise de vue pour quelques secondes à l'écran. Heureusement, avec le Laserdisc, ils peuvent regarder directement leur travail. C'est Richard Edlund, encore lui, qui va réaliser ces séquences et qui est un réalisateur qui s'y connaît en effet, ce qui facilite finalement les échanges. Possédant une bibliothèque d'images dans sa firme Boss Film, il va s'en servir pour créer Fiorina 161, la fameuse planète. Peinture sur verre, maquettes, effets de brume et d'éléments existants chez eux, ajoutés en post-production et ajoutés à des maquettes superbes. La taille de l'alien sera un problème sur le film, plus petit dans la version cinéma puisqu'il sort d'un chien, à l'origine sortant donc d'un bovin et était plus gros. Les plans de l'alien plus gros seront gardés,
Et si on a l'œil, on voit bien la différence de taille selon les plans. Toujours est-il que la scène est dure à voir et fout la trouille aux exécutifs, trouvant le moment trop violent sur le meilleur ami de l'homme. Le petit alien est plus rapide et vicieux, mais moins élégante que la version bovine. 5 ou 6 opérateurs seront nécessaires pour animer le bestiau devant un écran bleu. Les comédiens doivent faire semblant de jouer devant du vide, mais c'est leur taf et ils le jouent bien. Woodruff tiendra parfois 11 à 13 heures dans le costume sans boire ni manger et Fincher essaye par tous les moyens de montrer le moins possible le corps en se focalisant sur la tête. Il est pour lui évident que les spectateurs voient le costume lors des gros plans et son but de faire en sorte d'en montrer le moins possible pour pas que ça les sorte du film. Chez Boss Film, plusieurs travaux compliqués commencent avec la marionnette, l'adapter au décor vide filmé par Fincher et refléter sur la créature le monde qui l'entoure. Les tiges vont être effacées et quelques passages seront créés en CGI, comme le plomb qui saute autour de la marionnette. Et la fissure qui se crée en réaction à l'eau froide pour la détruire, ainsi bien sûr que les ombres sur la bestiole. Quelques secondes bien efficaces qui vont permettre à Richard Edlund de créer un département digital. Les particules dans l'air sur la planète furent aussi créées en CGI. Pour l'explosion de la créature, le costume de Woodruff va être mis dans une version en fibre de verre et rempli d'air par un mortier. Tout va s'envoler à 5 mètres. Le Sulaco, la maquette du deuxième épisode, est exactement la même qu'utilisée dans le film de James Cameron. Elle avait été donnée à Bob Burns, un collectionneur, qui leur reprêta l'engin et qui servit 2 fois, puisque le deuxième appareil, avec l'arrivée de la compagnie, ne fut que légèrement modifié puisqu'on le voit de loin. Ça ferait des petites lignes blanches. La séquence du scanner change globalement le ton du film. Avoir un alien dans son ventre n'est clairement pas une bonne nouvelle. Et en plus, une reine pour Ripley, c'est de l'apocalypse. Je crois que vous en avez un à l'intérieur. Impossible. C'est Video Image Associates qui va créer ce moment en digital d'après des miniatures de Gillis et Woodruff et le corps de Ripley recréé. Alors je vous l'accorde, le résultat n'est pas toujours parfait par manque de temps, de budget et de pression de la Fox. Mais franchement, on peut passer sur ces quelques plans saccadés ou des contours moins minutieux quand on voit le film au final. Je vous attire, Clemens. En quel sens? Vous êtes très direct. Ça fait longtemps que je navigue. Pour les acteurs, nous allons commencer bien sûr par le personnage de Dwayne Hicks, joué par Michael Biehn dans le deuxième film de James Cameron. Et est réduit ici à l'état d'une image sur un ordinateur puisqu'il meurt empalé lors de l'atterrissage du vaisseau. Seulement voilà, le Michael, lui, il a signé son contrat. Et ce n'est pas pour n'être qu'un corps ou l'image d'un cadavre. En utilisant sa photo, ce cher Michael se verra verser l'intégralité de son salaire du second film sans jamais avoir mis un pied dans le studio suite à des menaces juridiques de sa part. Bien joué, bonhomme. Ayant refusé plusieurs fois de revenir sur sa licence, Sigourney Weaver va se faire offrir un pont d'or avec pas moins de 5 millions de dollars, ce qui est une somme rondelette à l'époque et un bonus sur les recettes. Belle, énergique et un charisme de malade, c'est la femme moderne, l'héroïne de rêve et dont la filmographie reste superbe. Elle va rencontrer le jeune David Fincher et d'emblée le mettre en situation de stress en lui demandant comment il voit Ripley. Il lui répond « chauve ». Elle est étonnée et va s'investir dans l'histoire et l'évolution de son personnage, ici solitaire et entouré des hommes les plus dangereux qu'elle pouvait rencontrer. Son seul pouvoir de séduction dans le film, c'est elle, sa personnalité, dépouillée des attributs de la femme hollywoodienne, cheveux, maquillage, vêtements et j'en passe. Ici, l'alien la protège, et pour cause, ce qui donne de fabuleuses scènes, dramatiques, intenses, et dont elle porte à elle seule le poids du film. Considérée depuis le deuxième comme une femme virile par la presse, ce qui est complètement con, on peut y voir peut-être leur peur
à eux des femmes fortes. Le personnage est superbe et l'actrice donne de sa personne une femme ordinaire dans une situation extraordinaire. Ça peut choquer certains bas du front, mais les fans du personnage en redemandent. Pardonne-moi. Elle y est aussi absolument bouleversante lors de l'autopsie de Newt, montrant son jeu formidable qui est très difficile à tourner. Dans la novélisation du premier film, par Alan Dean Foster, l'on apprenait que Dallas et Ripley avaient eu une liaison, mais rien dans le film. Ce fut écrit dans le scénario, mais jamais tourné. Dans le deuxième, une étincelle s'allume entre X et Ripley, mais ils ne pourront bien sûr pas conclure. Et c'est ici donc avec le Dr Clemens, joué par Charles Dance, seul, perdu, ils se voient en image miroir l'un de l'autre dans cette perte d'espoir et d'humanité. Elle a perdu sa fille puis Newt et enfantera de son pire cauchemar dans la version cinéma, seule chose qui l'aura poursuivi toute sa vie, l'alien. Tu es dans ma vie depuis si longtemps que je ne me souviens de rien d'autre. Sa voix est ici de Tanya Torrance, absolument superbe comme d'habitude. Pour la planète et ses habitants, nous avons droit à un casting de premier choix, anglais pour la plupart. Sauf que les femmes, ça vous gêne, non? Mais on est prêt à tolérer n'importe qui. Et même l'intolérable. La prison est donc supervisée par un intendant, mais les prisonniers ont un chef, Dillon, excellemment joué par Charles S. Dutton, acteur et réalisateur américain. Il est absolument très très bon, d'autant que c'est le grand Pascal Renwick qui va officier sur sa voix. Rappelez-vous, dans Terminator 1, c'était lui le T-800. Crève ordure. On le verra dans Menace to Society de Albert et Allen Hughes, Que la chasse commence de Ernest R. Dickerson, Le droit de tuer de Joel Schumacher ou Mimic de Guillermo del Toro. Il va apparaître dans les saisons 2 et 3 de Deux flics et Miami, Oz, Les Sopranos et plein d'autres séries de télé. Il va faire de plus en plus confiance à Ripley au long du métrage et reste celui en qui elle a le plus confiance puisqu'elle va même lui demander de la tuer. Tout est normal. Il n'y a aucun signe d'infection. Le grand Charles Dance joue Clemens, un médecin de la station et ancien prisonnier lui-même. Il va partager donc son lit avec Ripley et va subir les assauts de la bête après s'être confié sur son passé trouble. Et en sortant de là, j'ai pris une cuite atroce. Et là-dessus, l'hôpital me rappelle. D'origine britannique et grand acteur de théâtre et de cinéma, on l'a apprécié dans de nombreuses œuvres, de Rien que pour vos yeux de John Glenn, où c'était son premier rôle, à Golden Child de Michael Ritchie, Good Morning Babylon des frères Taviani, Last Action Hero bien sûr de John McTiernan dont j'ai parlé, Gosford Park de Robert Altman, Manque de David Fincher dernièrement, ou le Kingsman de Matthew Vaughn, et à la télévision, c'est bien sûr son rôle de Tywin Lannister dans la série Game of Thrones pour HBO qui va rester. C'est Daniel Sarky qui fait sa voix grave et élégante. Mettons fin aux rumeurs, voici les faits. Comme certains le savent, Brian Glover est le superviseur Andrews, acteur et scénariste britannique et catcheur dans sa jeunesse, ayant comme père un lutteur de foire. Il va commencer au cinéma avec Ken Loach sur Kess et va se retrouver dans de nombreux projets télévisuels et cinématographiques. le survivant est une femme. Ça, vous l'avez bien vu? Ah oui, Pour les fans de cette chaîne, on se souvient ici du Loup-garou de Londres de John Landis, rappelez-vous, c'était lui l'homme du pub, Jabberwocky de Terry Gilliam en armurier par exemple, et il est aussi le père du garçon amoureux dans le très beau film de Neil Jordan dont j'avais parlé et fait une vidéo, La compagnie des loups. Claude Brossé le double ici, fabuleux second rôle du cinéma français et doubleur de Robert Duval par exemple. C'est ici qu'on garde le produit. J'ai oublié le nom. Kénétrécétylène. Oui, je savais. Andrews a en acolyte le superviseur adjoint Aaron, dit 65 ou 85 en VO, surnom d'après son dossier qui montre son quotient intellectuel, donc de 65. D'accord, 65. M'appelle pas comme ça. Acteur britannique, il a joué dans Amistad de Steven Spielberg, Star Wars La menace fantôme de George Lucas, Good Morning England de Richard Curtis ou Jack le chasseur de géants de Bryan Singer. C'est le fabuleux comédien Patrick Florsheim que l'on adore et qui travaille sur sa voix ici, comme d'habitude, impeccable. Morse est joué par Danny Webb, un seul survivant finalement du film, acteur britannique lui aussi que l'on adore avec ses tics de visage. L'acteur a été vu dans le Henry V de Kenneth Branagh, Valkyrie de Bryan Singer et à la télévision sera remarqué dans les séries Hercule Poirot, Doctor Who, Miss Marple ou l'inspecteur Barnaby. Des copains ont vu son dossier dans le bureau du patron le jour où il est arrivé. C'est son QI.
Pete Postlethwaite, joué dans de nombreux grands films et a une capacité émotionnelle sans commune mesure dans son jeu d'acteur. Il y est ici David et on le verra dans Le Dernier des Mohicans de Michael Mann, Au nom du père de Jim Sheridan, Usual Suspects de Bryan Singer, Les Virtuoses de Mark Herman, Cœur de dragon de Rob Cohen ou Amistad et le monde perdu de Tonton Spielberg. Qu'est-ce qu'elle fout? Phil Davies va jouer Phil, anglais toujours, et vu dans The Wall d'Alan Parker, Le Bounty de Roger Donaldson, Au nom du père de Jim Sheridan, Doctor Who ou le Sherlock dans l'épisode Une étude en rose, c'était lui le chauffeur de taxi, et la série bien sûr Paul Dark. Paul McGann joue parfaitement l'immonde Golic, un fou furieux et prenant l'alien pour un dragon ou un dieu. Il fut le Doctor Who en 1995 et jouera lui aussi dans de nombreuses séries anglaises. Ripley. Bishop. C'est pour t'aider que je suis venu. Michael Wayland de la Wayland Yutani et Bishop l'androïde sont à nouveau joués, alors en marionnette pour Bishop bien sûr, mais joués par l'immense Lance Henriksen. La compagnie a demandé que je vienne afin que tu vois un visage ami et que tu saches que tu es précieuse pour nous. Acteur que l'on adore depuis Un après-midi de chien de Sidney Lumet, il fait école chez James Cameron dans Terminator 1, bon Piranha 2 aussi mais on va oublier, Aliens le retour ou Aux frontières de l'aube de Catherine Bigelow et jouera un nombre incalculable de personnages toujours formidables, notamment dans le Jennifer 8 de Bruce Robinson ou le Mort ou Vif de Sam Raimi. Mais qu'est-ce que tu fais? Il va reprendre son rôle d'un Wayland dans Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson. Il est à noter qu'il est dommage que sa voix de Alien le retour ne soit pas reprise ici. Holt McCallany est un acteur américain qui va jouer Junior. Il va tenter de violer Ripley mais va se repentir dans la version longue du film. Il prend une branlée monumentale par Dillon suite à l'essai de ce viol. C'est un acteur étonnant que l'on a vu dans le outrage de Brian De Palma, le Fight Club, où il retrouve David Fincher, abîme de David Bowie, et sera très apprécié dans la très bonne série, encore une fois de Fincher, Mindhunter. En 1989, on découvre un compositeur qui fout la trouille avec des violons et qui rend des ambiances glauques et malsaines comme personne. Elliot Goldenthal et son cimetière qui démonte nos oreilles et fait battre nos cœurs trop vite au rythme de la peur qu'il nous inflige. Une réelle découverte et c'est avec une attente surprenante qu'il va nous lâcher après la grandiose musique de Jerry Goldsmith sur le premier et le score fou du second créé en seulement 2 semaines par un James Horner sous pression, une musique absolue pour Alien 3. Il déclare avoir enregistré cette musique durant les émeutes de 1992 à Los Angeles, ce qui aurait contribué à la nature même de la musique, pessimiste comme le film. Dès le logo Fox qui se barre en cacahuète, le ton est donné, on ne va pas se marrer. Son Agnus Dei et sa voix d'enfant nous percutent dès le générique de début, qui scotche au cinéma avec un son impressionnant et des images qui subjuguent. Symphonique, contemporaine, furieuse et angoissante, la musique est presque dénuée de thème et en même temps, chaque morceau en est un en soi, lyrique dans son approche cléricale et parfois cyber-hardcore pour la scène du viol par exemple, et des cuivres qui partent dans les hautes sphères avec le morceau Explosion et Aftermath ou la poursuite finale et ses violons déchaînés. Le film se conclut par un adagio absolument bouleversant, complètement cohérent avec la scène qui est absolue. Bref, une musique qui peut être difficile d'accès, c'est compréhensible, mais qui une fois apprivoisée, donne une écoute étonnante, remplie de belles surprises, un bonheur musical. Un album de 14 morceaux sort chez MCA à l'époque, puis la musique est trouvable en version complète et isolée sur le Blu-ray, et enfin un double CD va sortir chez La La Land en 2018.
Il a eu Clemens. Calmez-vous, pauvre sac. Mais c'est pas une histoire. Probe Software va développer un jeu Alien 3 pour 1992 et Alien 3 The Gun en arcade l'année d'après. Opération Aliens, une série animée, devait voir le jour pour coller au film, mais sera abandonnée, et la novélisation du film, toujours par Alan Dean Foster, sortira, ainsi qu'un comics chez Dark Horse. De même, le script non utilisé de William Gibson sera adapté en BD et ressortira en roman. Il est ici. Ramenez cette folle furieuse à l'infirmerie. Malgré les galères d'écriture, de mise en scène, bref de production, le film est une surprise. Tout sauf raté même. Le film pour moi de l'été 1992, un miracle en soi, comme plus tard pour le même genre de raison et de production malade, le 13e guerrier de John McTiernan. Le film est sombre, violent, d'une noirceur abyssale et surtout, c'est un vrai film clairement pour adultes. Viscéral dans la mise en scène du futur réalisateur de Seven et Fight Club qui se voit déjà ici. Apocalyptique, gothique, fascinant. Je sors de la salle où j'ai vu le film en avant-première à l'époque pour une chronique radio que je peine à écrire, tellement bluffé et éteint par ce que je viens de voir. C'est un film qui est pour moi barbare et organique, qui ne me lâche pas, même après la vision. Le film a des couilles. Ça sent la sueur, c'est un chef-d'œuvre. Point. Mais peut-être, et c'est même certain, le pessimisme permanent du film, après le chef-d'œuvre de James Cameron, a dû en perturber plus d'un. Pour moi, sur cette trilogie, c'est un film, une vision, ici celle de Fincher, qui vaut le détour, même charcuté. Angoissant et immersif, intense et maîtrisé, c'est un 6/6 pour la version cinéma et c'est un 7/6 pour la version longue, pour la perfection d'une œuvre de cinéma réel et de dialogues superbes aux acteurs époustouflants. Alors je sais que le film ne convainc pas tout le monde et j'espère qu'on va vraiment en débattre cette fois dans les commentaires, que nous aurons plusieurs avis. Je vous laisse le soin de les écrire et on en parle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour les notifications, c'est gratos. Et je vous dis à bientôt pour du très lourd. Bye bye. Et s'il vous plaît, la dernière survivante du Nostromo.